propos. L'irresponsabilité, son avocat ira vers ça. Je vous le dis et je vous le certifie. L'irresponsabilité, ils vont plaider ce qu'on appelle l'abolition du discernement. Et l'abolition du discernement est différente de l'altération mentale. Lorsqu'on parle d'abolition du discernement, c'est une irresponsabilité pénale totale. Non-lieu, admis, on va l'emmener en hôpital psychiatrique pour un délai indéterminé et encore, il peut sortir. Si on va sur la base de l'altération, ça n'empêche pas un procès, ni une condamnation, mais la justice doit déterminer quelle peine il fera. Donc ça, c'est la stratégie qui doit être mise en place. Parce qu'eux, ils vont partir sur l'abolition du discernement. On pouvait juste dire qu'il était sous substance. Il a perdu le contrôle à un moment de sa vie. Et ça marche devant un tribunal. Ça peut être injuste pour les parties civiles, mais en droit, cela est tout à fait légal pour la défense de l'avocat. Donc, quand on parle de ces choses-là, il ne faut pas rentrer dans l'émotion. Il faut voir ce que la justice a fait déjà auparavant, ce qu'elle pourrait faire et comment orienter sa défense. C'est sûr que s'il y a abolition, on peut aller au civil pour demander un dédommagement. Mais ici, le but n'est pas d'avoir un dédommagement pécunier. Il y a eu mort d'homme, il faut qu'il y ait justice se fasse. Mais justice ne se fera que lorsque nous-mêmes, nous ne prenons pas ça à chaud, parce que tout souvent, vous connaissez l'expression, l'émotion est nègre. Dès qu'il y a quelque chose, on s'agite, on s'agite. Au début, on s'agite, on fait une manifestation et on n'aboutit pas. Il ne faut pas que le cas du docteur Mahmoud Bari, peu importe les diplômes qu'il avait, les gens se sont plus insurgés parce que c'est un docteur. Mais même s'il était un simple chômeur, c'est un être humain à qui on a ôté la vie. Qui doit réparer cela? C'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de dire que cette fois-ci, que cela ne laisse pas l'être morte. Parmi nous, il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des personnes qui sont prêtes gratuitement à travailler sur ce dossier pour qu'il aboutisse. Et qu'une fois de plus, nous ne soyons pas déçus dans le combat que nous menons. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat âpre, mais qui peut être gagné. Parce que pour une fois, il faut que la justice soit faite. Je vous remercie pour l'instant. Voilà, merci beaucoup, Maître. En tout cas, tout est clair ce qu'il a dit. Moi, je vais juste rapporter deux petites choses. Et c'est vraiment une interrogation que je me fais, que je me permets de faire. Si je comprends bien, ça veut dire que c'est comme si à chaque fois qu'il y a un mort d'homme en termes de racisme, à chaque fois on exhibe le casier cicatrice d'une personne. C'est-à-dire donc, vous dites à la personne, vous êtes raciste, c'est très simple, vous allez à l'hôpital, étant donné que vous souffrez de quelques maladies cognitives, vous allez à l'hôpital, vous passez là-bas 2 jours, et ces 2 jours-là suffisent largement pour que vous tuez quelqu'un et que vous êtes libre. Ça, c'est la question que je me pose maintenant. Est-ce qu'en France, maintenant, on va continuer à valser dans ce sens-là? Et la deuxième chose aussi, la deuxième question que je me pose, bon, vous l'avez très bien défendu. Si, par exemple, au moment des faits, est-ce qu'il y avait un discernement altéré ou bien est-ce qu'il y avait un discernement aboli? Si c'est altéré, ça dit tout simplement que la personne est responsable de ces faits et il ira en prison. En revanche, si son discernement est aboli, en ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de responsabilité pénale, la personne elle est tout simplement libre, elle n'est pas punie. En tout cas, elle peut être peut-être punie, mais d'une autre façon. Donc nous, comme vous l'avez très bien dit, c'est un dossier raciste, qui revêt un caractère raciste. Et il faut vraiment qu'on se mobilise pour que ce dossier-là ne soit pas rangé dans les tiroirs du passé, dans les tiroirs de l'oubli. Raison pour laquelle on s'est mobilisé, vous êtes venus ici de votre propre gré, personne ne vous a payé, moi aussi c'est pareil, le mouvement Yalla Soulem ici a investi ses moyens dans ce dossier-là, personne n'est payé. Donc nous, on le fait parce qu'on a envie de défendre notre zone d'appartenance. Et c'est normal, chacun défend ses compatriotes. Et ce n'est pas honteux, c'est tout à fait normal. Donc si vous avez des questions à l'assistant, vous avez le micro qui est ouvert, donc vous pouvez les poser. En tout cas, nous vous donnerons les réponses que nous possédons entre nos mains maintenant. Et je vous remercie.
Hello. Vas-y, certainement, tu as demandé. Il faut passer les questions. Non. Alors, moi, j'avais une question à poser. Je représente déjà la chaîne panafricaine Unity News qui suit un peu toutes ces manifestations panafricaines et suite aussi à cette histoire de notre compatriote que Dieu est son âme, M. Amadou, et que je souhaite aussi mes condoléances à sa famille, à sa femme et ses proches. Il y a une question que vous, en tant que représentant de cette association qui avait pris l'engagement de faire un peu de travail et attirer l'attention des médias et des hommes, c'est-à-dire les institutions qui ont pour amabilité de pouvoir avoir un œil sur ce problème-là. Quand on vous entend parler, on essaie de comprendre évidemment que suite à beaucoup d'actes qui se sont déjà déroulés ici en France sur beaucoup de compatriotes africains, où il n'y a pas eu de suivi, où la justice, même cette justice que ici en France, qui est un exemple pour certaines personnes, pour certains cas, nous constatons que quand c'est un Africain qui est victime de ce genre d'acte, la justice, cette même justice qui le protège tous, c'est cette justice qui est aussi représentant des droits des hommes, ne répond pas présent aux attentes qui sont victimes aux Africains qui sont résidents, immigrés ici en France. Est-ce qu'aujourd'hui, en même temps, vous interpellez la justice d'être aussi radicale ou de pencher plus son regard suite aux compatriotes africains qui sont victimes de ces actes-là ici en France, d'appliquer vraiment le droit, parce qu'on a l'impression que le droit, en fonction de vos propos, que le droit est appliqué à certaines personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, suite à cette conférence de presse, vous appelez à la justice de prendre plus ses responsabilités sur ce genre d'actes où les Africains sont victimes? D'accord, merci beaucoup pour cette question. C'est une bonne question quand même, c'est une très très bonne question. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur, mais je vais quand même tenter de répondre d'après ce que je sais. Moi, vous savez, dans la vie, il faut être honnête dans tout ce qu'on fait. Parce que si je dis que je ne crois pas à la justice, que ce soit française ou sénégalaise ou malienne, c'est faux. Parce que dans la vie, il faut croire à une chose, même si cette chose elle peut être mal gérée ou mal construite. Moi, je crois à la justice française. Ça, c'est quelque chose de vrai. Mais il y a des faits. Si par exemple, vous et moi, on se bagarre aujourd'hui, on va devant le juge, on sera jugé entre vous et moi. Là, le droit va parler. En revanche, si c'est vous qui avez un problème avec Bob Bolloré ou avec des gens médiatiquement connus qui sont high level, mais en ce moment-là, c'est en ce moment-là que vous allez voir est-ce que la justice elle va pencher de votre côté ou est-ce qu'elle va pencher de votre côté. Moi, je pense qu'elle ne va pas pencher de votre côté. Ça, c'est des choses qui sont connues par tout le monde. Vous avez l'argent, vous êtes bien jugé, vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas bien jugé. Ça, c'est vous tapez les meilleurs avocats du monde pour que votre dossier ne puisse pas être jugé convenablement. Ça, c'est quelque chose d'acté. Le cas de Nafissatou Diallo et de Dominique Strauss-Kahn en acte. Donc, vous comprenez aisément. En revanche, je ne dirais pas que la justice n'est pas penchée du côté des Africains. Moi, je pense que le problème qu'on a ici en Afrique, nous les Africains surtout, nous les hommes noirs, c'est toute une question d'organisation. C'est-à-dire que ce qui était valable dans les années 1700, 1800, 2000 n'est plus valable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que maintenant, on est éveillé.
on est instruit, on a fait les mêmes facultés, on a fait les mêmes universités. Donc nous, c'est à nous de prendre nos propres problèmes à bras le corps. Si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Moi, j'ai l'ultime conviction, seule l'union fait la force. La preuve, je ne suis pas aller chercher des avocats extraterrestres ou des gens qui connaissent bien le droit. Les gens qui connaissent le droit, qui sont d'origine africaine, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et qui peuvent défendre le dossier au même titre que d'autres personnes. Donc, pourquoi avoir le complexe de ne pas prendre ces gens-là pour qu'on nous parle de droit? Le droit n'appartient au papa de personne. Le droit appartient à toute personne qui veut l'étudier. Et ça, c'est la vérité. Donc, nous, on ne dit pas également qu'on ne va pas prendre des avocats blancs, etc. Parce que chez les blancs, il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont sérieux, qui sont épris de justice et des valeurs humaines. Donc, nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. La seule chose, là, je vais terminer sur ça. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que ramenons nos enfants à l'école, instruisons nos enfants, montrons le droit chemin, montrons à toute l'humanité que la terre appartient à tout le monde, que la terre n'appartient au papa de personne, que la terre appartient à toute l'humanité. Donc toute l'humanité doit être jugée sur une paix d'égalité. Il n'y a pas de super-humain, il n'y a pas de super-homme, il n'y a pas de sous-homme. Nous sommes tous égaux devant la loi et devant Dieu. Voilà la seule chose que je veux dire. Si je peux rajouter juste quelque chose. Voilà, merci à vous pour cette question est très intéressante. Vous savez, quand j'ai introduit mon propos, je vais demander pourquoi est-ce que la mort des Noirs est laissée aussi indifférent. Et je pense que je rejoins un peu votre question. Tout simplement, j'ai lu tellement d'articles, tellement de choses, tellement de livres. Et je me suis interrogée aussi sur ces faits-là. Pourquoi est-ce que ça passait dans l'indifférence totale par rapport à d'autres peuples? D'accord? Mais tout simplement, c'est déjà un fait qui est juste banalisé parce que est-ce que ce n'est pas du tout simplement au fait que nous-mêmes nous banalisons cela? Nous-mêmes en tant que Noirs. Je lis un peu Alexis de Tocqueville qui disait qu'il y a un préjugé naturel qui porte l'homme à mépriser celui qui a été son inférieur longtemps encore après qu'il soit devenu son égal. D'accord? Aujourd'hui, il y a toujours cette inégalité imaginaire qui a sa racine dans les mœurs. Pourquoi est-ce que je cite ça? Parce qu'il y a eu ce propos avec Lilian Thuram. Le débat que ça fait. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc? Parce qu'il avait juste dit, c'est dans les mœurs. On ne considère pas, même si aujourd'hui, les Noirs font partie de la société à part entière, il y a toujours cette gêne et ce, comment dire, on sait que c'est abject, mais on est toujours mal à l'aise quand on doit qualifier de racisme quelque chose qui est raciste sans qu'on ne puisse donner une autre qualification palpable. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est un problème français? Est-ce que la France tolère quelque chose qui est abject depuis si longtemps? Mais peut-être qu'elle le tolère ou qu'elle n'en parle pas parce que nous-mêmes, nous n'allons pas au bout des procédures. Tout simplement. Comme il a dit, il y a des avocats, il y a des juristes, ça c'est le côté juridique. Mais il y a d'autres faits. Est-ce que nous-mêmes, nous prenons conscience qu'il y a un moment, ça suffit et que nous devons prendre nous-mêmes nos propres responsabilités? Vous avez décidé de créer votre chaîne. Sinon, et c'est vous qu'on a appelé aujourd'hui, parce que nous savons qu'au travers de vous, notre voix peut être entendue. On aimerait bien aussi passer sur BFM. On aimerait bien aussi passer pour avoir une large audience pour expliquer ce que nous vivons. C'est un être humain qui est mort. Il y a sa famille qui est meurtrie. Il y a un bébé de 2 ans qui est resté. Normalement, ils devraient nous appeler les associations, appeler la famille. Ils ne le font pas. Mais si nous-mêmes, nous ne les interpellons pas dessus pour dire ce qui se passe, auront-ils envie de le faire? Donc, c'est à nous de prendre d'abord nos responsabilités. Lorsque nous prenons nos responsabilités, les autres nous suivront. Voilà ce que je pouvais rajouter. Juste une dernière affaire. Alors, si je comprends bien, maître, ça veut dire qu'en temps réel, l'Africain lui-même en général, en être humain, malgré tout qu'il immigre, par exemple, dans ces pays européens qui sont un peu plus développés, où la justice a quand même un minimum d'être au-dessus de l'homme par rapport à l'Afrique, où l'homme est au-dessus de la justice. Oui. Est-ce que, quand on vous entend parler, quand vous essayez de développer, on a l'impression d'entendre que les compatriotes africains ne sont pas organisés, ils se préoccupent simplement de l'immigration
des avantages qu'ils ont socialement, mais sans pouvoir chercher aussi à s'intégrer dans le droit qui peut aussi les protéger humainement dans tout ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, est-ce que ce sont des habitudes qui les ramènent de l'Afrique et qui ne se détachent pas parce que on comprend qu'il y a plein d'Africains quand même qui sont victimes de ce genre d'actes ici en France, hein, malgré tout qu'ils ont 20 ans, 30 ans, 50 ans, on retrouve quand même beaucoup qui ne connaissent pas leurs droits en France, malgré tout qu'ils ont des papiers. Mais en deux mots, est-ce que en deux mots. Je suis d'accord avec vous. Cette question est tellement intéressante. Excusez-moi. En deux mots. Demander à moi de parler deux mots, ça sera très difficile. Surtout quand je parle dans mes joutes orales. Écoutez, pourquoi est-ce que nous sommes venus ici? Si on repart dans l'immigration tout le temps, nous sommes venus pour bosser. En Côte d'Ivoire, on dit on est venu se chercher. Se chercher, c'était quoi? Avoir son gagne-pain, travailler pour avoir des conditions meilleures et puis repartir. C'est pas ce qu'on était venu faire à l'origine. C'est lorsque maintenant, nos enfants sont nés ici, enfin du moins, nous sommes nés, etc., les générations sont nées, ils ont scolarisé. On a été scolarisés, etc., au bout du compte. Donc, on avait été éduqués, en tout cas, pour une bonne partie, on avait été éduqués pour travailler, mettre un peu d'argent de côté, pour construire au pays, pour rentrer pour la retraite, d'accord? Voir plus si les enfants avec de bonnes études, on les plaçait ou bien on rentrait tous. Si vous demandiez à beaucoup, souvent ils étaient venus, ils pensaient qu'ils allaient faire 5 ans. C'est la vie même, c'est le temps qui les a dépassés. Un matin, tu te réveilles, tu dis, oh, j'ai fait 15 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Quand vous voyez ça, ensuite il fallait s'interroger. Si vous êtes venu que votre père n'était pas allé à l'école, etc., il était très fier que vous alliez à l'école, faire un boulot pour travailler. Mais il ne connaissait pas ses droits, il ne connaissait pas tout ça. Il voulait avoir de l'argent pour survivre. Donc moi, je n'accuse pas nos parents. Maintenant que, comme il a dit, nous avons maintenant été sur les bancs qu'on peut, comme nous avons maintenant pris conscience des choses, c'est à nous maintenant de changer la donne. D'accord? Moi, je suis dans le milieu des juristes. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de combats à faire, mais il y a très peu d'avocats qui sont impliqués. Je trouve ça dommage. Il y a peu d'avocats ou de juristes impliqués dans les causes. Je trouve ça dommage parce que beaucoup veulent leur dossier pour survivre, ce qui est légitime. Mais souvent aussi, ça dépend de la personnalité qu'on a. Il faut aussi tout simplement défendre les causes pour que des faits ne peuvent plus se répéter demain. Si nous gagnons cette affaire, je dis nous, parce que je me mets à la place en tant qu'Africaine, cette affaire du docteur Mamoudou Bari, je peux vous dire qu'il y aura des cas de jurisprudence, les gens en parleront, ça passera dans les arrêts, ça rentrera dans le code civil, les gens sauront que dorénavant, quand vous tuez un noir, vous pouvez aller en prison. Ça ne se répétera plus. Et c'est à nous de faire ce combat-là. Merci. Je vous remercie. Merci. Comment grâce à Merci. Merci. Non, c'était un Non, mais allez-y. Bon, ben, moi, qu'est-ce que je peux rajouter? Tout a été dit, on vous a expliqué comment est-ce que les faits se sont déroulés. Et moi, en tant qu'activiste, on a manifesté, on a marché, on a pleuré avec la famille. Et voilà, rien n'est toujours fait. Et tout le reste est à venir. Et c'est à nous, la diaspora africaine, c'est à nous maintenant d'agir. Parce que ce que nous savons faire, c'est pleurnicher, c'est se plaindre, attendre que les autres fassent le travail pour nous. Non. On a été longtemps mis de côté, oui. Mais maintenant, aujourd'hui, comme a su le dire ma sœur, aujourd'hui, on a des cadres, on a des juristes, on a des journalistes, on a été à l'école, dans les mêmes écoles qu'eux. Aujourd'hui, on a le savoir qu'ils ont. C'est à nous maintenant d'imposer, de nous imposer et de réclamer la justice de Mamoudou Bari, d'aller jusqu'au bout des procédures, d'aller jusqu'au bout et de faire pression à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même si leurs médias aujourd'hui ne peuvent pas nous recevoir, pour nous écouter aussi, on a nos médias à nous. Faisons un maximum de bruit, un maximum de bruit. Faisons-nous entendre. Et tous ensemble, on ne va pas laisser la famille de Mamoudou Bari seule. On doit les accompagner pour que cet acte ne se reproduise plus jamais dans notre communauté.
Parce qu'après Mamoudou Bari, il y a encore eu un assassinat à Grenoble. Et ça ne fait que continuer. Parce qu'on sait que quand on touche cette communauté, voilà, ils vont réagir sous l'émotion et après on n'entendra plus rien. Là, on n'entend plus parler de ce jeune Olivier qui a été assassiné. Pareil pour Mamoudou. Donc là, réveillons-nous et allons jusqu'au bout de cette procédure. Ne lâchons rien. C'est tout ce que je peux dire. Et je vais laisser la parole aux autres. Merci. Merci. On va aller vite, hein, parce que moi je vais partir là. Voilà. Bonsoir, excusez-moi, j'ai été invitée par Marie-Claude. Moi, ce que je voulais dire, ma question, je voulais vous poser la question, M. Mimo. Avant, vous avez créé l'association en quelle année? Rapidement. L'association, on l'a créée, elle est officiellement créée le 18 avril 2018. Donc, on est en 2019, excusez-moi. Donc, on a juste est-ce que c'est avant la mort de M. Barry ou c'est après? C'est avant la mort. Enfin, on l'a créée juste après l'assassinat de Paul au Mali. Donc, d'accord. Ouais, c'est suite au problème du Mali, le conflit entre le Paul et Dogon. On a créé l'association, on a marché également pour faire établir la paix au Mali. Donc, raison pour laquelle nous continuons donc, dans la même ligne. Merci. Moi, je voulais soulever le problème de l'union. Ouais. Est-ce qu'après la mort de M. Barry, il y a eu d'autres morts, il y a eu d'autres meurtres? Est-ce que vous avez intervenu ou bien vous êtes associé à d'autres associations? Est-ce que vous l'avez fait? En fait, ce qui se passe, c'est que pour le cas de Mamoudou Bari, par exemple, il y avait mon voisin de palier, hein, il est vraiment au deuxième, moi je suis au troisième. C'est lui qui est venu me réveiller à 7h du matin, il me dit « Mamoudou, il est mort ». Je dis « C'est qui Mamoudou ?» Mon cousin, il a été tué à la finale. Donc la finale, lui et moi, on a regardé le match ici avec d'autres amis ensemble. Donc c'est pourquoi après, il m'a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Donc j'étais au courant de ça et par la suite, on a décidé de marcher ensemble. Bon, pour vous revenir concrètement à votre question, je sais qu'il y a eu des meurtres, notamment à Grenoble. Bon, on a fait un communiqué par rapport à ça, mais la grande difficulté qu'on a, c'est que c'est vraiment de rentrer en contact avec la famille éplorée. Parce que si, par exemple, on a cherché, on a tout fait pour rentrer en contact avec la famille de Grenoble, mais malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc, on a vraiment ce grand handicap qui nous empêche quand même de pouvoir répondre à toutes les problématiques liées donc à ces éléments-là. D'accord. Moi, ce que je voulais dire, la solution, franchement, ce n'est pas ailleurs, c'est nous-mêmes. Il faudrait qu'on soit unis. Voilà, si on veut lutter pour une cause, si on veut parler d'une cause, si on veut qu'on nous écoute, il faudrait que nous-mêmes, on soit unis. Voilà, parce que là, ça, c'est une histoire de meurtre, de racisme, mais il y a d'autres thématiques. Mais je pense qu'on doit être ensemble parce que les Juifs qui sont entendus, c'est parce qu'ils parlent d'une seule voix, c'est parce qu'ils sont ensemble, c'est parce qu'ils ont lutté ensemble et leurs parents ont lutté. Ils n'ont pas laissé cette lutte-là. Ils sont toujours référés à ce que leurs parents ont vécu pour avancer. Mais nous, je pense qu'on oublie beaucoup de choses. On oublie surtout là où on est quitté. On a toujours oublié ça. Donc, voilà, c'est ce que moi je voulais dire. Je vais juste répondre par rapport à ce que vous avez dit. Je vais juste répondre par rapport à ce que vous avez dit. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein, parce que seule l'union fait la force. Pourquoi je le dis? Parce que dans ce dossier de Mamoudou Bari, il y a d'autres associations, comme par exemple la LDNA, Ligue de défense des Nord-Africains. Il y a également SOS Racisme a décidé, par exemple, de se porter partie civile lors du procès. Exactement. Donc en fait, il y a toutes ces associations ou structures avec qui nous entretenons de bonnes relations, même si des fois il y a des points sur lesquels on ne s'entend pas. Mais quand même, notre avantage, en tout cas nous, le mouvement Yalo Soulem dont je plaide aujourd'hui, c'est que nous, même si entre nous on ne se comprend pas, ça peut arriver, hein, c'est comme dans une famille. Mais lorsqu'un loup rentre dans la famille, ben on se met tous contre le loup, parce que c'est notre vrai ennemi. Nous, entre nous,
On peut avoir des divergences, mais à force de discuter ensemble, parce que les caractères, ça peut diverger, mais à force de discuter ensemble, on va trouver une solution. La preuve, le problème lié entre Patrick Balkany et Gucci, ben, c'est un problème que tout le monde connaît. Bon, même si à l'époque, Gucci et moi, bon, c'était pas dans les bonnes... Bon, au départ, ça marchait bien. À un moment donné, il y a eu un petit hic, mais bon, ça, c'est rien. Ça, c'est des conflits qui peuvent arriver, mais ce n'est même pas un conflit, c'était une sorte de malentendu. Mais par la suite, je suis parti en tant que représentant du mouvement national à son procès pour le soutenir, c'est pour lui montrer qu'on est tous ensemble. En fait, il faut vraiment avoir cet esprit-là. Moi, je sais que même si j'avais été dans la même situation que lui aussi aurait fait cette même démarche. Donc, c'est une démarche constructive et j'appelle donc à toutes les structures qui sont là, d'origine africaine, de se serrer les mains. Voilà. Pour moi, vous savez, moi je déteste le mot leader. Pourquoi je le dis? Parce que quand on se dit leader, on croit être le centre du monde. Moi, je suis vraiment dans un esprit d'ouverture. Tout le monde peut être leader. Tout le monde peut occuper la place que j'occupe aujourd'hui. Si c'est pour moi, je sais que ce que j'occupe aujourd'hui, il est là, c'est notre secrétaire général.